Salut les lycéens, les étudiants, leurs professeurs. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui pour ce débat en ligne autour d'une journée très particulière. Je ne sais pas si on vous en a parlé, si vous avez su que le 28 février, il y a quelques jours, on a fêté la Journée internationale des maladies rares. Cette journée, elle a été créée il y a 13 ans, un jour rare, le 29 février, et toutes les autres années, elle est célébrée le 28 février. Il peut y avoir des événements dans le mois qui précède ou dans le mois qui suit les Journées internationales maladies rares, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec vous. Alors chaque année, ces Journées internationales maladies rares mettent en lumière les 3 millions de personnes atteintes de maladies rares en France, ce qui nous fait quand même plus de 300 millions dans le monde. Et oui, les maladies sont dites rares quand elles concernent moins de 1 personne sur 2000, mais elles sont collectivement très fréquentes. Alors, pas trop de chiffres, parce que ce qu'on veut ici, c'est vous parler humain. On travaille dans le domaine des maladies rares, ces maladies en particulier celles qui se déclarent dès la petite enfance, qui peuvent être associées à des malformations et puis aussi des retards scolaires. Tous les partenaires que nous représentons, les soignants, les représentants des patients, laboratoires, artistes, on a pour but de sensibiliser le public aux difficultés vécues par les maladies rares et leurs familles, pour que leurs différences soient mieux acceptées. Et c'est avec vous, les jeunes, que nous avons envie d'avancer pour ouvrir une société de demain bien plus ouverte sur les différences. Mais vous y arrivez très bien. Alors, quoi de mieux que la scène pour en parler? Ce qu'on avait prévu cette année, c'était très chouette, une tournée de pièces de théâtre dans 13 villes en France, où vous auriez pu aller avec vos profs, échanger avec nous, mais comme tout le monde, on a dû s'adapter aux conditions sanitaires. Et la pièce de théâtre, qui est écrite par Alain Young de la compagnie Théâtre 3, a dû être adaptée par un tour de force en un court-métrage de 25 minutes que nous allons visionner avec vous. Vous allez voir, ça passe super vite, c'est passionnant. Ça met en scène des jeunes adultes atteints de maladies rares avec plein d'espoir pour leur vie au-delà du handicap, qui leur fait néanmoins souvent des rappels, vous le verrez. Alors ce film, le but, c'est qu'il soit suivi d'un débat en ligne que j'animerai avec Séverine Cutter, qui est scénariste et coproductrice et productrice du film, Sébastien Marquet, qui est co-scénariste et réalisateur, et Michel Ozias, qui représente l'Alliance Maladies Rares française. Ils vous expliqueront tous chacun leur petit rôle. Pour ma part, j'aurai ma mission de porter la voix des médecins généticiens. On s'occupe des maladies rares. Ce petit film, il a déjà été projeté le 28 février, le jour des Journées maladies rares pour le public, et pourra être visionné en famille sur YouTube ou via la plateforme Futura, si vous avez envie de le regarder de nouveau ou si vous avez envie de le transmettre, si vous l'avez aimé, si vous l'avez liké. J'espère que ce film sera l'occasion pour vous et vos professeurs de reprendre le sujet, c'est surtout le but. Vous pourrez commencer à poser vos questions et faire vos commentaires pendant le film via le chat. Donc vous n'hésitez pas, vous demandez à votre prof ou vous y allez vous-même. Et ensuite, on se répartira la parole pour pouvoir animer le débat avec les 4 personnes présentes. Et je vous propose maintenant de visionner le film et on se retrouve dans 25 minutes. Oui, laisse-moi deviner. T'es en mode ministre des Finances. Elle n'est pas là, Aurélie? Dans sa chambre. Qu'est-ce que tu fais là? Tout va bien, c'est pas grave. Quoi? Qu'est-ce qui est pas grave? C'est maman. Quoi? Elle compte. Oui? Il s'est passé quelque chose? Non. Qu'est-ce qu'il y a, Aurélie? J'étais pas avec le garçon. De quoi tu parles, Aurélie? Le garçon? Quel garçon? Aurélie. Si quelque chose t'inquiète, il faut que tu nous en parles. Allez, viens t'asseoir. Tu veux boire quelque chose? C'est quoi cette histoire de garçon? Un bon chocolat chaud avec de la mousse. Oh non, on va manger. Aurélie, décide-toi à nous parler, on va pas y passer le réveillon. Doucement. Je suis pas avec le garçon. D'accord. Donc t'es pas avec le garçon. On me croit, Aurélie. Si tu dis que tu n'es pas avec le garçon, c'est que tu n'es pas avec le garçon. Il s'appelle comment déjà le garçon? J'ai oublié. Étienne. Étienne? Il est avec toi à l'ESAT? Je suis pas avec lui. Mais on te croit, Aurélie. Il est gentil, Étienne. Tout le monde croit qu'il est avec moi, il est pas avec moi. Mais il travaille avec toi ou... Il emballe. Normal. Très drôle, ça. Il est à l'atelier au poste 33
Et moi, 30 de contrôle qualité. Ah, c'est super, t'es juste à côté de lui. Il prend une boîte et il met 3 pièces dedans. 3 pièces. Moi, je mets les pièces dans la grande boîte à côté d'Étienne, contrôle qualité. La chef a dit qu'il peut faire un meilleur travail. Plus difficile. Je sais pas lequel. Plus difficile. Il va partir, Étienne. Poste 4. Mes parents sont d'accord. Ils sont d'accord. À part ça, qu'est-ce que tu dis, Aurélie? Je dis, ils sont d'accord. Pour que tu viennes à la maison, chez moi. Il y aura mes parents. Ils t'attendent vendredi. Faut faire attention. Il y a presque plus de pièces dans la boîte. Il n'y a pas assez pour faire 3 pièces. Il y en a 1, 2, il y en a 2, pas 3. Tiens. Tiens, voilà des pièces. Alors, t'es d'accord? Vendredi, je viens avec toi après le travail, 17h, aiguille 12 et 5, vendredi, dernier jour de la semaine, après le jeudi, avant le samedi. Super. Je suis contente. Vraiment contente. C'est pas grave. Il faut faire attention à la chef. Il doit pas manquer de pièces. Il faut tout ramasser avant qu'elle arrive. Faut se dépêcher. Ça va pas. Ça va pas, je sais plus quoi faire. Voilà, j'ai ramassé toutes les pièces, c'est pas grave. Il faut vite que tu reviennes à ta place. Vous trouvez que c'est une attitude pour travailler? Je travaille. Aurélie aussi. Qu'est-ce qui se passe? Aurélie, tu dis rien. Elle a rien fait. Elle travaille, elle s'occupe des pièces comme d'habitude. Il y a toujours assez de pièces pour en mettre 3 dans la boîte. Elle s'en occupe très bien. Bon, tu peux la laisser parler, s'il te plaît. Elle a rien à dire, elle a rien fait. C'est vous. C'est vous qui lui faites peur, c'est vous. Bon, ne me parle pas comme ça, Étienne. Et puis ça te regarde pas ce que j'ai à dire à Aurélie. Tu viens, Aurélie? On va aller dans la petite salle à côté, on sera plus à l'aise pour parler. Si t'enlèves Aurélie, alors moi j'arrête de travailler et je partirai pas. Le poste 33, c'est mon poste, c'est le mien à côté d'Aurélie. Bon. On en parlera tout à l'heure, à la pause. Continue à travailler. Je repasse dans 10 minutes pour voir si tout va bien. Alain, j'ai fait mon petit tour à l'atelier comme d'habitude et j'ai trouvé Aurélie dans les bras d'Étienne. Ils vont loin là, hein? Ils vont loin en se rapprochant. Et pendant les heures de travail. Pendant la pause, ça t'aurait pas posé de problème? Ici, c'est un endroit où on travaille, c'est pas un endroit où on s'embrasse. On verrait pas ça dans une entreprise normale. Et puis, c'est pas les aider que de leur faire croire qu'on peut faire n'importe quoi, n'importe où. Assieds-toi. S'embrasser, c'est faire n'importe quoi, selon toi? Arrête un peu. C'est mon boulot de les aider à acquérir un comportement adapté au milieu professionnel. C'est pour leur bien. Pour leur avenir. Avant, il s'est passé un truc. Quelque chose a dû tomber. Il la tenait, elle disait rien. Et quand il m'a vue, il a bousculé Aurélie, l'air fautif. Bref, c'était ambigu, quoi. J'aime pas ça. Ok. C'est dans 2 minutes la pause, alors? 1 minute 30. Bon, je vais les recevoir. Merci. J'aime pas l'idée qu'elle fréquente ce garçon. En plus, je vois très bien qui c'est. Ses parents l'ont placé en famille d'accueil quand il était tout petit. Non, je comprendrai jamais qu'on puisse laisser un gamin parce qu'il a un truc de travers. En tout cas, j'aime pas qu'elle soit mêlée à ça. Elle est juste triste d'être séparée d'un ami. Et puis, elle est en âge de fréquenter un garçon quand même. Non mais attends, une relation amoureuse, ça
Ça bouscule tellement de choses, t'as pas l'air de te rendre compte. Ah, y a l'éducation sexuelle, la vie de couple, hein. Et puis surtout la contraception. Elle peut quand même pas avoir d'enfant. Mais on sait même pas ce qui se passe avec ce garçon. Ça se trouve, c'est juste un copain, un collègue. Ça se trouve, elle se fait un film. Mais ils sont encadrés là-bas. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, Étienne. Assieds-toi, Aurélie, reste pas là. Faut faire attention à la fin de la pause, sinon la chef, elle est pas contente. Ça va chauffer. Elle te plaît pas, la chaise, Aurélie? Elle est jamais contente, la chef, de toute façon. C'est une bonne chaise, oui. Il est bien, le poste 33. Il est bien. Je veux plus changer. Et Aurélie aussi, elle est bien au poste 32. Hein, Aurélie? T'es bien au poste 32? Elle est bien. Et moi aussi. Je veux plus changer. Qui t'a proposé de changer de poste? C'est la chef qui décide. Nous, on n'a rien à dire. Elle décide et on se tait. C'est ce que je dis. On se tait. Mais il me semble que tu étais d'accord lorsque Muriel t'en avait parlé, non? Je sais, elle s'appelle Muriel, la chef. Arrête de faire l'andouille, Étienne. Dis-moi pourquoi t'as changé d'avis. J'ai pas changé d'avis, j'ai pas changé. J'ai toujours le même avis, toujours le même. Tu avais dit que tu étais d'accord pour changer. J'avais dit que j'étais d'accord pour changer, c'est vrai. Oui, mais là, tu viens de me dire que tu veux rester. Il faut que j'explique, sinon on va rien comprendre. Étienne sait pas expliquer. Il est comme la chef. Il décide, il a décidé de partir, alors il partira. Même s'il dit le contraire, il embrouille tout pour pas que je sache. Qu'est-ce qu'il ne veut pas que tu saches? Faut faire attention. Les aiguilles arrivent sur le 3 et le 6, et le 6 c'est 30. Et 30 c'est la fin de la pause. Faut faire attention. Il est content de partir. Il est content de quitter le poste 33. Il dit le contraire, mais je sais qu'il est content. Très content. Dis-moi, Étienne, c'est vrai ce que vient de dire Aurélie? Tu es content de quitter ton poste? C'est la chef qui décide. Elle dit que je peux mieux faire. Que je mérite un meilleur poste. Que j'ai les capacités de mieux faire. Elle a dit capacité, comme je le dis maintenant. J'ai retenu le mot. Il est content de me quitter. Je suis pas content. T'as dit oui à la chef. Avec un sourire. Un sourire qui dit 2 fois oui. Il dit pas oui, mon sourire, il dit que j'ai les capacités, c'est ça qu'il dit, il dit pas autre chose. Tu vas me quitter avec un sourire qui dit tes capacités? Moi, je m'en fiche de tes capacités. Je m'en fiche. Je veux que tu partes. Loin. Comme ça, je verrai plus ton sourire. Faut faire attention, c'est la fin de la pause. Muriel? Oui, ça se passe bien. Mais on va prendre un peu plus de temps. Oui, après la pause. Comment? Non, pas trop longtemps. D'accord. À tout à l'heure. J'ai regardé partout. Personne ne peut déranger l'aiguille. Aurélie, il faudrait que je te dise quelque chose doucement. En secret. Je veux pas. Non. Pars. Écoute tout de même ce qu'il a à te dire. C'est peut-être important. Je vais vous laisser mon bureau. Si vous avez besoin de moi, je suis juste à côté. Je vous laisse. La pause est finie depuis 9 minutes. C'est mes capacités. C'est la chef qui l'a dit. Je change de poste. Le repas du midi, c'est pas pareil.
Tout le monde me traite comme une petite fille. Mes sœurs, elles ont un mari et des enfants. Moi, j'ai rien. Mon père, le soir, en me couchant, il me taquine. Je lui dis, papa, je suis plus une enfant. J'ai pas envie de jouer. T'es pas une enfant, non? Pourtant, tu me traites comme une enfant. Je suis une femme. Je veux un mari, une maison, des enfants. Une maison, c'est bien, oui. Je veux une maison et un mari. Pourquoi j'arriverai pas? Je suis ici à cause de mes problèmes. Mes problèmes, ça doit pas faire encore plus de problèmes. Ça doit rester que des problèmes. T'as raison, Aurélie, faut pas trop de problèmes. Ils disent que je suis handicapée. Je suis pas handicapée de tout, non. Ici, on me donne du travail. Avec des gens qui m'aident, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais... faut pas avoir peur de ce que je sais faire. De ce que je peux faire. Aurélie, il faudrait quand même que je te fasse un bisou. Tu veux me faire un bisou? Les aiguilles arrivent sur le 9, c'est comme ça. J'aimerais être avec toi, Étienne. Je suis avec toi, Aurélie. Bon, eh bien, on est très content de vous rencontrer. Hein, Aurélie nous a beaucoup parlé de vous. Aurélie est déjà venue ici. C'est sa maison. Elle habite ici, pas moi. Bon. Alors voilà, c'est vous, Étienne. C'est joli, Étienne. Étienne, c'est moi à chaque fois que je suis là. Même si les aiguilles changent de place. D'accord. Vous habitez chez vos parents? C'est pas ses vrais parents, papa. Ah si. Ils sont vrais, ils existent. Dès que je vais chez eux, ils me disent mon fils et moi je dis papa et maman. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Faut pas d'histoire. Il a raison. Quand on s'occupe de ses enfants, c'est là qu'on est des parents. C'est ça qui est important. Hein? Bon, tu prends quelque chose, Étienne? Ça te dérange pas que je te tutoie? Ah non, c'est comme ça qu'il faut faire. Me dire tu. Tu m'écoutes, tu n'es pas sage, tu ne vas pas en classe, tu arrêtes de bouger, tu fais ce que je te dis, tu quittes le poste 33. Tout le monde me dit tu. Tu as pourtant l'air d'un garçon plein de ressources, Étienne. Tu nous as toujours pas dit ce que tu voulais prendre, Étienne, alors? Je l'ai pas dit. Bon, eh ben, je dérange pour tout le monde. Alors, je vais y aller avec Aurélie. Tu viens, Aurélie? Il est bien, Étienne. Il est très gentil. Il est gentil. Je l'aime bien, votre fille. Non, J'ai dit à la chef de la laisser tranquille. c'est mon copain. C'est quoi un copain? Je vois que tu t'occupes bien d'Aurélie. Tu la vois en dehors de l'atelier? Le midi. Étienne, il m'aime et moi... Les copains se moquent de moi, je regarde pas trop Aurélie. Pourquoi il se moque de toi? Non. Ils se moquent pas, non. Ils savent mieux que moi. Je comprends pas, Étienne. Qu'est-ce qui savent mieux que toi? À l'atelier, il faut respecter. Au café, à l'atelier, il faut travailler. On discute, mais on peut jamais parler avec toi de toute façon. J'ai un copain si je veux. Si j'ai envie. Moi, ce que je veux, c'est un copain. Un mari, une maison, des enfants. Je veux faire comme mes sœurs. Y a pas de raison. Pourquoi je pourrais pas avoir tout ça? Étienne est d'accord pour être avec moi. Personne touche au gâteau, c'est pas très avantageux. Oui, excuse-moi, Étienne, serre-toi, je t'en prie. Et toi, Étienne, qu'est-ce que tu penses de tout ça, hein? Étienne ne sait pas bien répondre aux questions qu'on lui pose pas. Des fois, il fait le contraire.
T'es vraiment un phénomène, Étienne. Pourquoi je suis pas chez moi? Tu peux pas dormir chez toi ce soir. Je dors chez moi ce soir. Non, ce soir c'est différent. Non, mes parents m'attendent, faut que je rentre. C'est comme ça qu'il faut faire, faut pas d'histoire. C'est ta maman qui nous a appelés pour nous demander de t'héberger au foyer ce soir. Non, non, mon papa va venir me chercher, il va être fâché si je rentre pas. Ah, vous êtes là, parfait. Bonsoir Étienne, bonsoir Muriel. Bonsoir. Bon, je vais voir Étienne tout seul pour commencer. Non, non, faut rien commencer, faut que je rentre chez moi. Monsieur Barrault va tout expliquer. Je m'occupe d'Aurélie, hein, on se voit tout à l'heure. Allez, viens. Tu dois te demander ce que tu fais là. Muriel nous a amenés danser. C'était prévu depuis longtemps. Mes parents sont d'accord. Ils m'attendent maintenant. C'est plus l'heure d'être ici. Tu n'es pas chez toi parce qu'il est arrivé quelque chose de grave. Faut que j'aille dormir. Faut que je me brosse les dents. Il y a presque plus de dentifrice dans le tube. Maman doit en acheter la prochaine fois qu'elle va faire les courses. Ton papa vient de mourir, Étienne. Faut pas dire ça. Il va venir. Maman nous attend. C'est arrivé dans la soirée, il a eu une crise cardiaque. Son cœur s'est arrêté. Il s'est arrêté de battre. Et quand le cœur s'arrête, la vie s'arrête aussi. Ton papa n'est plus en vie, il est mort. Voilà. Maman m'attend, voilà. Ta maman est à l'hôpital en ce moment, elle accompagne ton papa. Elle nous a demandé de t'héberger jusqu'à ce qu'elle revienne. Il y a un logement d'urgence au foyer pour les imprévus, ce genre de choses. Ce genre de choses. Tu as compris ce que je viens de te dire? Ce genre de choses. Tu as compris, Étienne? Le cœur s'est arrêté, les aiguilles tournent. Oui, bonsoir madame. Oh, oui, je suis avec votre fils en ce moment, oui. Oui, je lui ai dit. D'accord, je vais vous le passer. D'accord, à tout de suite. C'est ta maman qui voudrait te parler. Maman, faut que t'achètes du dentifrice. Il y en a plus dans le tube. Avec les rayures bleues. Oui. Oui, ça va aller. Non, il y aura toujours quelqu'un. Dès que vous pourrez, ne vous inquiétez pas. Au revoir, bon courage. Au revoir. Ça va aller. Ah, Muriel, tu veux bien aller chercher Aurélie, s'il te plaît? Oui, j'y vais. Merci. Aurélie va venir nous rejoindre, tu veux bien? Elle sait pour ton papa, hein? Tu pourras rester un moment avec elle si tu veux. Étienne? Étienne? Je suis triste pour ton papa. Muriel m'a dit. Bon, on va
vous laisser un moment. Ça ira? Oui, ça ira. Pourquoi ça irait pas? Étienne, tu vas dormir au foyer? Tu vas voir, c'est bien le foyer. Je connais ceux qui y vont, ils sont contents et ils disent que c'est très bien. Tu vas bien dormir? Tiens, je te laisse mon foulard. Dedans, il y a un peu de moi. Je suis triste pour ton papa. Je suis triste pour toi. Je suis là, Étienne. C'est mieux d'être triste à plusieurs, à deux. Ici, j'ai pas la serviette avec le rond. Il y a écrit Étienne sur le rond. J'ai pas la serviette ni le rond en bois. C'est papa qui l'a acheté au magasin pendant les vacances à Chambéry. Il a dit, comme ça, Étienne, tu retrouveras ta serviette. Il a payé. Maman était à côté et elle a pris la photo de papa, du rond de serviette et de moi. J'ai mis la photo dans l'album, dans ma chambre, dans le tiroir. Au foyer, il n'y a rien qui est là. J'ai pas la photo, j'ai pas l'album, j'ai pas la serviette avec le rond en bois, j'ai pas le tiroir. Quand papa s'est occupé du tiroir, il a dit « Faut pas toucher tout de suite. Faut que ça sèche. » Le vernis est devenu sec et j'ai touché, ça collait pas. Il avait raison, il savait, papa. Maman a découpé un bout de tapisserie et elle l'a collé au fond du tiroir. Un petit bout de tapisserie avec des fleurs. Toutes jaunes, les fleurs. Faut dire que c'est dommage. C'est dommage de mettre l'album dans le tiroir, on voit plus les fleurs. Elles sont là, quand même. T'as raison. Tu les vois pas, et pourtant tu sais qu'elles sont là. C'est pareil pour ton papa. Tu le vois pas, et pourtant tu sais qu'il est là. Quelque part. On sait pas où. Si, moi je sais. Il est où? Papa, il est dans le tiroir, sous l'album, entouré des petites fleurs jaunes qui sentent bon le vernis de papa et la colle de maman.
Bon, j'espère que vous avez tous apprécié ce film. Alors, ce film, comme vous l'avez vu, il parlait d'adultes atteints de maladies rares avec déficience intellectuelle et de jeunes adultes avec leur entrée dans leur vie affective et leur envie de voler de leurs propres ailes. Donc maintenant, on se retrouve pour un débat autour de ce film. Et donc, je vais demander aux personnes qui sont en charge d'animer ce débat de se présenter successivement. Donc, on va commencer avec toi, Michel. Oui, bonjour à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui, bien sûr. Donc, Michel Ozias, je suis administratrice au niveau de l'Alliance Maladies Rares et j'ai un peu d'autres casquettes aussi, mais voilà, surtout, je suis à ce titre-là aujourd'hui devant vous. Alors, juste très rapidement au niveau de la présentation, bien sûr, on va d'abord dire ce que c'est que l'Alliance Maladies Rares pour bien planter le décor. Donc, c'est une association d'utilité publique qui a été créée en 2000 et qui réunit plus de 230 associations nationales qui sont toutes de maladies rares, qui sont toutes expertes de leur maladie, ça c'est important. Et l'Alliance Maladies Rares, donc, est un acteur majeur dans la lutte contre les maladies rares puisqu'elle porte la voix des 3 millions de personnes concernées par les maladies rares, c'est-à-dire à peu près 4,5% de la population. Donc l'Alliance Maladies Rares, dans ses missions de manière très générale, elle va co-construire des plans. Je pense qu'on aura l'occasion juste d'en parler un peu. Aujourd'hui, nous sommes dans un 3e plan national Maladies Rares qui court jusqu'en 2022. Elle défend des lois et elle siège dans de nombreuses instances de santé. Elle est actrice de santé publique puisqu'elle est membre fondateur et membre du conseil d'administration de France Assos Santé qui défend les usagers donc, de santé. Et elle est actrice aussi de la politique du handicap. Voilà, donc par rapport au film, je pense que c'est intéressant quand même de le noter, puisqu'elle est membre de 2 instances qui sont importantes au niveau national, qui sont le CNCPH et le collectif handicap. Donc je veux dire, elle est vraiment au cœur de la problématique, sachant que pour les maladies rares, on est peut-être à 60-70% de malades qui ont une maladie qui est invalidante, handicapante, invalidante. Donc c'est quand même un taux assez élevé. Et bien sûr, l'Alliance Maladies Rares va soutenir et renforcer l'ensemble de ces associations membres, sans qui rien ne serait, je crois. Et ce sont des associations qui accompagnent et qui orientent au quotidien, donc à la fois les patients, mais aussi leurs familles. Voilà, l'intérêt de l'Alliance Maladies Rares, je dirais, c'est qu'elle a su en fait inscrire les maladies rares comme priorité nationale des politiques de santé publique, et ce dès 2004. Elle a su donc concourir à la construction des 3 plans nationaux maladies rares. Et elle a su également dire qu'il fallait absolument décloisonner les maladies rares qui exigent une approche globale. C'est à la fois le diagnostic, le traitement, la prise en charge médico-sociale et favoriser donc un travail collectif. Voilà. Donc on est l'Alliance Maladies Rares et l'ensemble de ses partenaires, on est absolument dans une œuvre collective pour la lutte contre les maladies rares. Voilà un petit peu rapidement. Merci. Merci Michel. Je vous rappelle d'ailleurs, avant de continuer la suite des présentations, que vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Et donc, on se fera un plaisir d'y répondre. Il y a déjà pas mal de questions qui sont arrivées auxquelles on répondra. Séverine, c'est à toi. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Séverine Cutter. Je suis productrice et scénariste. Je suis la gérante d'une société audiovisuelle qui s'appelle Victor et Lola, qui est à Nantes. Et du coup, donc nous, chez Victor et Lola, on est un duo avec Sébastien Marquet, qui est présent aujourd'hui aussi. Un duo de passionnés d'audiovisuel. On est très, très heureux quand on a l'occasion de mettre notre métier au service de grandes causes et de sujets d'intérêt général comme aujourd'hui. Et donc, on est amené à faire des courts, des moyens, des longs métrages. On fait aussi des magazines pour la télévision, on fait des documentaires, on fait toutes sortes de projets de ce type-là. Alors, merci. Maintenant, je vais donner la parole à Sébastien pour se présenter avant de prendre le reste des questions. Merci à tous. Donc, moi, c'est Sébastien Marquet, donc je suis réalisateur pour Victor Lola. Donc, je suis photographe aussi. Et donc, ça va du clip jusqu'à la fiction, en passant effectivement pour la télé. Séverine en a très bien parlé. Voilà. Très bien. Alors, du coup, on va prendre les questions qui sont arrivées. Il y a donc, pas beaucoup de gens qui vous félicitent pour
le rendu du film, qui est effectivement très chouette et permet de parler de choses importantes. Et donc, il y a des questions qui sont arrivées sur finalement quelles sont les 2 maladies qu'on met en exergue dans ce film. Alors, c'est une très bonne question, merci à ceux qui l'ont posée. En fait, ce n'est pas vraiment des maladies précises qu'on veut mettre en exergue dans ce film, mais plutôt toutes les pathologies qui peuvent être comporter en fait une déficience intellectuelle. Et on estime actuellement qu'il y en a à peu près 1000 d'identifiés. Donc le but n'est pas du tout de parler de 2 maladies particulières, parce que le but est de parler des maladies rares. Et puis cette année, on parle effectivement des maladies rares avec déficience intellectuelle, et qui sont finalement des points communs à toutes les pathologies concernées. Alors les déficiences intellectuelles, il peut y en avoir de plusieurs degrés. Dans ce film, on est sur des déficiences intellectuelles qui sont plutôt légères, qui permettent aux personnes d'avoir un travail en milieu protégé, comme on le voit dans le film. Mais c'est vrai que ça pourrait correspondre à plein de maladies rares différentes. Alors là, je vais me tourner vers Séverine et Sébastien, parce que il y a eu des questions aussi pour savoir finalement est-ce que ces 2 personnes sont des vraies personnes atteintes de maladies rares, ou est-ce que ce sont des acteurs? Parce que c'est vrai que la question se pose vraiment. Alors, on est très heureux que la question se pose, parce que ça veut dire que nos comédiens ont bien travaillé. Ce film, c'est une vraie performance parce qu'il a été réalisé dans un temps très court. À la base, c'était une pièce de théâtre. Quand Alain Young, l'auteur de la pièce, nous a appelés en disant « Les copains, aidez-moi, on ne pourra pas faire tourner cette pièce dans toute la France, il faut qu'on l'adapte en film. » Et on a 3 mois. On s'est dit c'est un sacré challenge, mais on va s'y mettre. Et donc, on a repris en partie le casting de la pièce de théâtre. On a gardé certains comédiens. On ne les a pas tous gardés parce qu'il y a des comédiens qui sont très bons pour le théâtre et il y a des comédiens qui sont très bons pour le cinéma. Et il y en a certains qui ne peuvent pas faire les deux, en fait. C'est vraiment subtil, mais ça se ressent beaucoup à l'écran. Donc, on a travaillé avec des comédiens professionnels qui ne sont pas atteints de handicap parce que c'était la seule manière de faire ce film en 3 mois, tout simplement. Et on a vraiment été très, très attachés en fait, à ce que leur jeu soit juste. Et eux, les premiers, parce qu'ils ne voulaient absolument pas être ridicules, ils ne voulaient pas caricaturer non plus les personnes en situation de handicap. Et ce qui a été hyper précieux dans la réussite de ce film, sincèrement, c'est tout le temps que Alain Young a passé. Ça fait 10 ans qu'Alain Young travaille avec les personnes en situation de handicap. Il les connaît très bien, il adore aller les voir, prendre un café dans les ESAT, dans les CAT avec eux pour discuter. Il est passionné en fait de ces rencontres-là. Et il n'a eu de cesse de tout le temps nous dire attention, moi j'ai un personnage en tête qui me fait penser à ton personnage et il n'aurait pas dit ça comme ça, il n'aurait pas réagi de cette façon, tu vois, même son corps serait plutôt placé de cette façon-là. Et en fait, à chaque fois, il nous reprenait, il nous dirigeait, il orientait les comédiens. Et c'est pour ça qu'on a cette justesse-là qui sème un petit peu le trouble du coup quand on regarde le film. Et du coup, la question aussi s'est posée, est-ce que finalement ce court-métrage est tiré de faits réels? Est-ce que cette histoire s'est passée comme ça? Alors c'est vrai que quand je l'ai vu, moi j'ai vraiment l'impression effectivement de vivre des choses que nous relatent les patients et leurs familles que l'on voit en consultation. Donc comme ça, j'aurais tendance à penser que c'est aussi un mixé d'expériences pour en faire quelque chose de très réaliste. Mais bon, la question est posée quand même, c'est important d'y répondre. Est-ce que cette histoire s'est vraiment passée? Est-ce que cette famille existe comme ça? Alors, Alain pourra y répondre plus en détail, mais de tout ce qu'il nous a dit, effectivement, les 2 personnages existent bien. Enfin, en tout cas, il s'en est inspiré, il s'est inspiré de leur histoire, il s'est inspiré de qui ils sont, un petit peu de leur personnalité. Nous, après, quand on a travaillé dans la mise en scène, nous, on ne les a pas rencontrés, ils nous en a parlé. Par contre, ces 2 personnes-là, effectivement, ne sont pas ensemble dans la vie, ils ne sont pas amoureux, ils ne se connaissent même pas. Mais par contre, voilà, il s'est vraiment inspiré de vrais personnages, en tout cas. Et pour compléter, il s'est notamment inspiré de plein de rencontres qu'il a faites. Et souvent, le sujet qui revient, c'est des amours en fait, qui naissent, un couple
qui apparaît, et puis plein de questions. Est-ce qu'ils ont le droit d'être amoureux? Est-ce qu'ils ont le droit d'être amoureux pendant le travail? Est-ce qu'ils ont l'occasion de se voir en dehors du travail? Est-ce qu'on leur permet de vivre cette relation amoureuse? Est-ce qu'on leur permet ensuite d'avoir des enfants? Et ça l'intéresse. Et donc, les personnages se sont vraiment beaucoup nourris de cette problématique-là. Donc, à la fois, c'est inspiré de faits réels, et après, évidemment, c'est romancé, c'est scénarisé. Tel qu'on l'a présenté dans le film, ça ne s'est pas passé réellement comme ça dans la vie. Alors du coup, j'ai envie de me tourner vers Michel. Alors vas-y Sébastien, si tu voulais compléter. Après, on invitera Michel effectivement à compléter, parce qu'une autre question est arrivée pour savoir est-ce que les personnes atteintes de déficience intellectuelle peuvent avoir une vie amoureuse autonome? Est-ce qu'ils doivent être aidés? Et je pense que vous avez beaucoup travaillé là-dessus, Michel. Mais vas-y Sébastien. Ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'en fait, ces deux personnages nous ont beaucoup parlé. Qu'effectivement, à la lecture, on a eu un gros coup de foudre à Victor Lola en lisant la pièce. Et ce qu'il inspirait de faits réels, moi je voulais juste rajouter que ce personnage d'Étienne, moi il me parlait beaucoup, et moi je me retrouvais vachement dans ce personnage. Donc oui, il a un petit bout de réel aussi. Bon, dans la manière de raconter l'histoire, c'était aussi un petit bout de moi que j'ai mis dans ce film. Voilà, juste pour compléter ça. Alors Michel, du coup, est-ce que tu veux nous donner ton expérience sur effectivement la possibilité de vie amoureuse des personnes atteintes de déficience intellectuelle? Est-ce que vos réflexions au sein de l'Alliance, au sein de vos associations, vous ont mené? Oui. Alors, c'est vrai que les associations qui composent l'Alliance Maladies Rares, c'est un sujet qui est très souvent évoqué, bien entendu, parce que c'est un sujet, je dirais, très sensible, voire tabou, et qui pose beaucoup de questionnements et de difficultés pour les parents. Donc nous, au sein de notre association, nous nous sommes posé la question parce que effectivement, on a été confrontés au désarroi, je dirais, devant cette situation de beaucoup de parents qui, en fait, avaient, qui avaient une difficulté à faire aboutir une double conciliation. C'est à la fois finalement, pardon, de permettre à des jeunes qui sont en déficit intellectuel, eh bien d'assouvir leurs souhaits, leurs besoins, dans ce qui correspond à une relation intime, affective ou sexuelle, et puis le besoin donc de les rendre autonomes, excusez-moi, j'ai plus de voix, de les rendre autonomes, et puis aussi le besoin de protéger, voire de surprotéger leur enfant, bien sûr. Ce sont des enfants qui, dans la plupart ou des jeunes adultes, qui sont vulnérables. Donc, il y a cette grosse difficulté. Et la problématique que l'on rencontre très souvent dans les établissements, quels qu'ils soient, c'est la place qu'on veut donner justement à cette vie intime. Parce que tout simplement il n'y a pas d'espace dédié pour ça. C'est-à-dire que les personnes en situation de handicap, donc intellectuelles dans ce cas de figure, manquent d'espace pour exprimer effectivement ce besoin et ce souhait de vie intime affective, au sens très général. Et donc les parents sont assez, je dirais, non pas ingérants dans la vie intime de leurs enfants, mais une nouvelle fois les protègent et les surprotègent. Donc il y a une difficulté pour ces personnes à déficience intellectuelle de se positionner et à se construire véritablement comme des êtres sexués. Très 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 compliqué finalement, plus que ce qu'on y pense, qu'on croit. Donc là, on a affaire dans le film à des jeunes qui ont une certaine capacité quand même à élaborer une réflexion, à susciter de la réflexion, à montrer leurs émotions. Et c'est d'autant plus aisé, je dirais, bien que ce soit pas facile, pour les familles, pour les parents et pour les accompagnateurs aussi, les professionnels, donc de les suivre sur ce chemin-là. Voilà. Donc nous, on a mis en place au niveau d'associations, mais c'est le cas d'autres associations, on a mis en place des séances d'information pour les parents, des séances de formation, bien entendu aussi. C'était très, très, très enrichissant. Et la difficulté d'un parent, c'est de se dire comment je peux expliquer à mon enfant, quel que soit son âge, comment je peux lui expliquer la sexualité au sens large, alors que cette personne n'a pas tous les codes de compréhension. Comment je fais? Est-ce que je fais une erreur? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je ne dois pas y aller? Comment je fais? C'est vraiment un sujet très, très, très difficile, très sensible. Et je suis vraiment ravie que vous ayez pu tourner ce film-là, parce que c'est vraiment un film qui va éveiller les consciences sur ce sujet-là, qui va aider aussi nombre de personnes en situation de handicap intellectuel à s'assumer, à pouvoir s'assumer et à imposer, entre guillemets, à imposer leurs souhaits et leurs besoins.
Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'aspiration à une sexualité n'est pas forcément une sexualité génitale. Je n'entrerai pas dans les détails, bien évidemment, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nombre de personnes en situation de déficit intellectuel aspirent à ce qu'on appelle à une vie affective, intime, c'est-à-dire, j'allais dire, une vie sentimentale, affective, toute simple. Et c'est ça leur bonheur, c'est ça leur souhait. Donc il faut bien décoder aussi ce qu'on entend aussi par une aspiration à la vie sexuelle. Ça, c'est très, très important. Et ce que nous, on a essayé aussi de montrer grâce à une spécialiste donc, qui est diplômée en sexologie et en santé publique, c'est de dire finalement que cet accompagnement des parents et des familles et de l'entourage aussi, parlons aussi de la fratrie, c'est très très important dans ce cas de figure, il doit se faire dès le plus jeune âge. Quand je dis le plus jeune âge, évidemment, c'est peut-être 8 ans, 10 ans, peu importe, mais c'est qu'on ne va pas parler de sexualité d'emblée, on va faire comprendre aux jeunes l'importance de son corps, tout simplement, par des mots très simples, très rassurants, lui apprendre à se regarder dans un miroir, parce que ce n'est pas toujours le cas, de ces personnes-là, et surtout à comprendre ce que veut l'autre. C'est-à-dire ce qu'il veut lui n'est pas forcément ce que veut l'autre. Et c'est ce respect, et c'est comme ça que la personne en déficit intellectuel va pouvoir aborder une vie intime, affective, voire sexuelle, dans les meilleures conditions possibles. Ça se travaille dès le plus jeune âge, et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'ai compris peut-être un peu tardivement en tant que parent, et que je me suis efforcée de faire passer ce message, aidée par une spécialiste, évidemment, à l'ensemble des parents. Ça se construit très précocement, et on a toutes les chances de mieux aborder ce sujet qui peut devenir très difficile à gérer, à la fois pour les personnes, à la fois pour les accompagnateurs aussi. Voilà. Il faut que ce sujet, même s'il est sensible, ne reste pas un sujet tabou, ni pour les uns, ni pour les autres. Voilà. Alors, on a une question, un commentaire qui est arrivé, et c'est exactement celui que je me faisais en t'écoutant, Michel, qui était... finalement, cette question quand même de la vie amoureuse, des relations amoureuses, est-ce qu'elle n'est pas délicate pour tous les jeunes? Et c'est vrai que c'est un petit peu le commentaire. C'est vrai que toutes les familles sont différentes, toutes les personnes sont différentes, et je pense que c'est des choses qui peuvent être extrêmement délicates pour pas mal de personnes. Et puis, voilà, ce film montre une situation avec peut-être une difficulté complémentaire due aux difficultés des jeunes, mais c'est un sujet, et c'est d'autant plus pour ça que l'on souhaitait effectivement en parler à ce public de lycéens, parce que ça peut leur faire écho aussi, bien sûr. Ouais. Alors, le nom de la maladie est redemandé, donc encore une fois, pas de maladie particulière, hein, mais du coup, alors c'est vrai que Séverine nous précisait qu'il y avait un des comédiens qui était inspiré par une pathologie qui s'appelle le syndrome de Dijorge, qui est une microdélétion sur le chromosome 22, mais je dirais que c'est pas en soi spécifiquement quelque chose à retenir que pour cette pathologie-là, mais vraiment commune aux autres pathologies. Il y a aussi un commentaire sur le fait qu'un des personnages semble autiste, et du coup, probablement la personne qui fait ce commentaire pense peut-être que l'autisme ne fait pas partie des maladies rares. Alors, quelque part, dans les maladies rares, on en a beaucoup qui ont ce qu'on appelle des troubles du spectre autistique. Donc, en fait, quand on a une déficience intellectuelle, des troubles du comportement, on peut avoir en fait un comportement où on est un petit peu dans son monde, un petit peu qui peuvent donner cette impression d'autisme, et ça peut d'ailleurs en être un. Et il y a beaucoup de maladies rares qui donc comportent des traits autistiques, voire qui peuvent se définir avec des caractéristiques de l'autisme. Donc l'un n'est pas dissocié de l'autre, même si effectivement on a un plan maladie rare et un plan autisme distinct, mais il y a beaucoup de chevauchement entre tout ça. Hein, je crois que Michel, c'est une expérience que vous avez aussi dans vos jeunes.
Oui, oui, tout à fait. Alors c'est vrai que toutes les associations bon, qui sont concernées par maladies rares, déficit intellectuel, sont centrées évidemment sur la problématique de leur maladie, mais en cheminant, c'est vrai qu'on s'est bien rendu compte que le spectre autistique étant très large, effectivement qu'il y avait bien des aspects qui donc concernaient des personnes atteintes de déficit intellectuel, tout ça, ne serait-ce que la rigidité, je dirais, d'esprit, les difficultés aussi interactionnelles, hein, même si effectivement on a l'idée de l'autisme avec quelqu'un de renforcer sur lui dans sa bulle, etc. Pas forcément, ça peut, mais ça peut ne pas aussi. Hein, voilà. Donc il ne faut pas être figé sur cet aspect-là uniquement. C'est comme l'a dit Laurent, c'est un spectre autistique, donc c'est très 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 large. Mais effectivement, il y a des retombées, ne serait-ce qu'au niveau des sensibilités, ne serait-ce qu'au niveau, une nouvelle fois, de problèmes de compréhension et de rigidité, de pensée stéréotypée, beaucoup, beaucoup. Et ça, on le trouve dans beaucoup, beaucoup de syndromes ou de maladies, de déficit intellectuel, tout à fait. Alors, on a aussi plusieurs questions qui sont arrivées sur est-ce que les maladies rares se traitent. Alors, on en a eu des spécifiques sur des pathologies, mais là, le but est de rester quand même relativement généraliste. Donc, avec des questions sur quel accès au traitement. Donc, l'accès au traitement, si c'est pour, on entend un traitement en fait pour faire disparaître la pathologie, on en a encore très peu pour les maladies rares, qui sont souvent des maladies, dans 80% des cas, des maladies génétiques. Et c'est donc avec un défaut génétique qui est présent dans l'ensemble des cellules du corps. Et c'est du coup extrêmement difficile d'aller modifier ces particularités génétiques. Alors évidemment, vous entendez parler des traitements, en particulier au moment du Téléthon, où on en parle beaucoup, mais on reste quand même sur plein de progrès, mais sur un pourcentage de maladies rares encore limité. Là, aujourd'hui, on parle des maladies rares qui touchent le cerveau. Eh bien, c'est particulièrement compliqué d'aller remplacer un gène malade dans les milliards de cellules du cerveau qui se renouvellent très peu et le cerveau est par définition très peu accessible. Donc, sur le principe, on peut avoir des traitements, par contre, qui peuvent éventuellement améliorer des symptômes. Par exemple, dans ce qu'on a vu dans les exemples du film, il peut y avoir, par exemple, si un patient, par exemple, a une angoisse très importante, c'est des choses, par exemple, qui peuvent être traitées pour essayer de limiter leurs difficultés au quotidien. Si jamais, par exemple, des personnes ont une épilepsie, qui peuvent parfois être associées à une déficience intellectuelle, on peut leur donner des traitements pour ça. Donc, voilà un petit peu les informations qu'on peut donner sur les traitements en général. Et puis aussi des commentaires sur l'entourage. Donc ça, je vais appeler un petit peu tout le monde à s'exprimer dessus parce que dans le film, on voit vraiment des personnes très, très chouettes autour des vraies personnes ressources, autour des deux jeunes. On a effectivement la famille avec donc même les deux familles, même si on n'en voit qu'une, mais du coup on voit l'importance que les familles vont avoir pour les jeunes, le fait aussi qu'ils ont un petit peu envie de gagner en autonomie, et puis aussi j'ai trouvé super chouette ce que les personnes autour d'eux dans le milieu du travail vont également leur apporter. Est-ce que Sébastien, Séverine, vous avez des choses à nous faire, nous échanger par rapport à ça? C'est vrai que nous, c'est le deuxième film qu'on fait. On vient de terminer un film sur le traumatisme crânien, un documentaire. Pour le coup, on a rencontré des familles, on a rencontré des personnes qui ont subi des traumatismes crâniens et il n'y a pas une famille comme une autre. C'est difficile pour tout le monde. On sent bien en fait tout l'impact du handicap sur la famille, en fait, toute la vie qui s'organise autour du patient. Et quand on était notamment présent dans les ESAT, on a vu aussi toute la complexité pour les professionnels de se positionner. On sentait bien, par exemple, l'éducatrice dans le film, on sent bien que c'est elle qui ramène le cadre
À un moment donné, elle leur dit non, ici on est là pour travailler et moi je dois leur apprendre à être dans ce cadre et à avoir un comportement adapté pour pouvoir aller dans un milieu professionnel. Et puis on a le psy qui est un peu plus dans la rondeur, qui atténue, qui dit oui, mais attention. Et on sent bien en fait, nous en tout cas on a pu en témoigner, on sent bien cette complémentarité en fait entre les professionnels qui cherchent à la fois à les considérer comme n'importe qui, comme un travailleur lambda. Donc voilà, donc on est là pour travailler et en même temps tenir compte de leurs besoins particuliers et s'adapter. Et ça, vraiment, nous, on l'a clairement observé. Est-ce que Michel, tu veux du coup nous donner aussi ton regard de tous ces jeux d'acteurs de vraie vie, on va dire? Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on sent par moments de certaines hésitations de la part de la famille, de la part des professionnels. Une nouvelle fois, c'est un sujet où on n'a pas de solution particulièrement pour mettre en place. Ça dépend de chaque individu. Chaque individu est unique, bien entendu. Ce qui me semble très important dans ce film, et c'est tout le combat que mènent certainement l'ensemble des associations et des professionnels de santé et autres, de toutes les équipes, c'est finalement de regarder la personne en situation de handicap comme une personne avant tout et ne pas la regarder qu'avec son handicap. Alors évidemment, le handicap est bien présent. Le handicap, on est obligé d'en tenir compte. Il faut un accompagnement adapté, etc. Des traitements entre guillemets. Souvent, comme disait Laurence, il n'y a pas. On a un chiffre. Bon, on ne va pas mettre beaucoup de chiffres, mais celui-ci est quand même très parlant. C'est que 95% des personnes atteintes de maladies rares n'ont pas de traitement. Voilà, donc ça c'est très très important. Donc sachez que la déficience intellectuelle, en tout cas, ne se guérit pas. Il est évident, comme disait aussi Laurence, on ne sait pas remplacer un bout de chromosome manquant, par exemple, une délétion chromosomique, on ne sait pas. Donc on a des traitements dits de confort, bien entendu, qui vont en fait, on va surtout travailler sur le bien-être de la personne, bien entendu, hein. Mais voilà. Après, effectivement, le handicap intellectuel n'est pas un problème de santé mentale, hein. Là, on est tout à fait dans autre chose. Et là, il peut exister des traitements. Il peut y avoir des maladies qui sont peut-être passagères, etc. C'est pas le cas, en tout cas, du déficit intellectuel. Voilà. Voilà. Moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de bienveillance par rapport à ces personnes pour effectivement les écouter, les entendre, et en même temps, peut-être des maladresses parfois, des hésitations, des nouvelles fois de la part de la maman. Elle dit à un moment donné, mais je crois, elle veut avoir des enfants, tu vas quand même pas avoir des enfants, c'est pas possible, voilà. Donc c'est très compliqué pour les parents et peut-être les mamans peut-être davantage, je ne sais pas, de se projeter en tout cas. Et c'est le cas de beaucoup de parents par rapport à leurs jeunes, même s'ils ne sont pas en difficulté de toute façon. Donc les imaginer dans une situation de relation sexuelle ou autre, c'est très 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 compliqué pour ces personnes-là, parce qu'on ne sait jamais finalement quelle est la part de consenti ou pas, la part de compréhension ou pas. Voilà, donc c'est à manier vraiment avec beaucoup de précautions, mais ça s'apprend, ça se forme, ça se parle. Et je crois qu'aussi il faut, pour qu'il y ait une bonne réussite pour l'inclusion, je dirais, de la personne dans son établissement dans ce domaine-là, c'est qu'il y ait une très bonne entente entre les parents et l'établissement et l'équipe d'accompagnement. Ça, c'est très, 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 très important. De travailler main dans la main sur un sujet, une nouvelle fois, qui est très difficile. Oui, c'est vrai qu'on le ressent très, très bien, effectivement, dans le film. C'est d'une grande réalité avec les retours des familles. Je rebondis quand même tout de suite sur une question qui est dans la continuité un petit peu de ce que tu viens de nous dire, Michel. C'est on nous demande combien de pourcentage des personnes handicapées arrivent à fonder leur propre famille. Je ne suis pas sûre qu'on ait des vraies statistiques là-dessus. Dans l'expérience qu'on en a, ça semble extrêmement minoritaire. Alors, encore une fois, hein, alors, il faut bien resituer des choses qui arrivent effectivement progressivement. Évidemment, toutes les maladies rares ne sont pas associées à une déficience intellectuelle. Toutes les maladies rares ne sont pas associées à un handicap. Le fait de parler de handicap peut être discutable parfois. Hein, évidemment, tout dépend de la définition qu'on y met. Donc là, effectivement, aujourd'hui, on est sur un débat qui va être en lien avec le film, donc sur les maladies rares avec déficience intellectuelle. Donc mon impression de médecin,
est que ça reste très minoritaire et j'aurais l'impression inférieure à 5%. Est-ce que tu aurais une autre expérience? Moi, oui, je partage ce point de vue-là. C'est qu'effectivement, d'abord, on n'a pas vraiment de chiffres. C'est pas une thématique qui est facilement abordée, qui n'est pas vraiment abordable non plus. Il n'y a pas trop de chiffres en la matière et ça demeure encore assez intime, je dirais. Hein. Voilà, finalement. Donc, c'est compliqué de se faire une idée sur la question. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que peut-être quand on parle de relations sexuelles, une nouvelle fois, c'est pas forcément ce type de sexualité tel qu'on l'entend nous d'emblée. C'est simplement aider son enfant à s'épanouir sur le plan affectif. Voilà. Et ça, c'est très, très, très important parce que parfois, c'est suffisant. Il y a des personnes en déficit intellectuel qui ne comprennent pas l'aboutissement d'une relation vraiment sexuelle. Ils ne l'imaginent pas, ils ne l'entendent pas. Certains, bien entendu, d'autres pas. Hein, voilà. Donc, on a un peu tous les cas de figure. Donc, pas de chiffres en la matière, très certainement. Voilà, mais c'est une question qui doit être débattue un peu partout, je dirais, parce que les personnes handicapées ont droit à cette reconnaissance de leurs sentiments, je dirais, d'une manière générale. Tout à fait. Tout à fait. Alors, retour sur le film avec la mention que le jeune homme avait pas l'air de souhaiter aller au foyer. Et donc, la question se pose de comment ça se passe au niveau du choix. Est-ce qu'on prend en compte le consentement du jeune adulte? Alors, je vais dire oui, bien sûr, forcément. Mais est-ce que du coup, alors je ne sais pas si Séverine, tu as envie de parler par rapport au film et Michel par rapport à votre expérience, ou Séverine, tu préfères qu'on laisse la parole à Michel là-dessus? Oui. Donc voilà, la question de comment est-ce qu'on construit finalement un projet de vie avec un jeune adulte en situation de handicap intellectuel. Oui, là aussi, j'allais dire, je vais pas tout dire de manière négative, évidemment. On a l'habitude de parler de parcours du combattant. Donc déjà, ça pose un petit peu le décor. C'est-à-dire qu'effectivement, les parents, en principe, évidemment, sont très présents dans la recherche d'un établissement adapté au handicap de leur enfant, d'une manière générale, que les établissements sont insuffisants au jour d'aujourd'hui, qu'il y a un manque de places criant pour un certain nombre de personnes, et que donc ce choix, j'allais dire, qui effectivement doit être partagé, ou tout au moins discuté, ou informé au niveau de personnes, tout dépend de sa déficience intellectuelle, enfin, on est surtout sur ce sujet-là. Effectivement, ce choix se fait souvent un peu par défaut. Parce qu'effectivement, il n'existe pas d'établissement spécialisé dans la maladie, par exemple, ou la déficience intellectuelle présentée par la personne. Voilà. Donc ce choix, il n'est pas aisé. Il est d'autant moins aisé qu'une nouvelle fois, il y a un nombre de places insuffisant et que donc, finalement, vous avez des enfants qui restent dans ce qu'on appelle des IME, Instituts médico-éducatifs par exemple, lorsqu'on parle de la déficience intellectuelle, qui vont y rester au-delà de 20 ans. Voilà, c'est grâce à l'amendement Creton, en tout cas, qu'on peut les maintenir dans ces établissements. Et ensuite, c'est une recherche laborieuse, très combative, de la part des parents, en lien avec la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, mais on ne fait pas ce qu'on veut, voilà. Et donc du coup, la personne handicapée, elle va suivre un petit peu le mouvement, j'allais dire, mais il est vrai que les parents font tout, de toute façon, pour trouver un établissement vraiment qui corresponde aux besoins, ça va de soi. Mais c'est pas toujours le cas, malheureusement. Il faut dire la vérité, la réalité c'est celle-ci, c'est vrai. Merci Michel. Alors une question très intéressante pour Séverine et Sébastien, qui est-ce que finalement ce film avec des personnes réellement atteintes aurait pu être réalisé ou est-ce que ça aurait été trop compliqué? Est-ce que la question s'est posée à votre niveau? Alors, là, la question ne s'est pas posée parce qu'on avait 3 mois. Donc, dans un délai comme ça, on n'avait pas la possibilité du tout. Est-ce que c'est possible de faire un film avec des personnes réellement atteintes? J'ai envie de dire oui, bien sûr. Il y a des comédiens professionnels en situation de handicap. Il y en a, évidemment. Après,
on ne pourrait pas le faire avec tous les handicaps, notamment ceux qui sont psychiques. Faut bien s'imaginer que nous, déjà, moi je ne suis pas comédienne, se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, arriver à jouer la comédie, la fiction, c'est extrêmement dur. Alors si en plus j'ai des problèmes psychologiques, déjà pour me situer moi, on voit bien tous les obstacles. En revanche, alors là on parle de fiction, mais faire un film, je vous en parlais tout à l'heure, on a fait un documentaire sur le traumatisme crânien, et dans ce documentaire, c'est uniquement des personnes en situation de handicap qui prennent la parole, qui parlent. On leur a donné la parole uniquement à eux. Et ils sont tout à fait à même, là, d'apporter un témoignage, de nous apprendre plein de choses, de nous éclairer sur plein de choses, parce qu'ils ne jouent pas dans une fiction, ils sont eux-mêmes, en fait. Donc oui, évidemment qu'ils ont toute leur place dans l'audiovisuel, j'ai envie de dire. Après, en tant que comédien professionnel, voilà, on en comprend tout de suite les limites. Mais dans notre cas à nous, non, ça aurait été très compliqué. Il faut forcément prendre un temps supplémentaire parce que c'est forcément des obstacles qu'on ajoute à la réalisation du film. Oui, parce que vous avez quand même fait un tour de magie là, avec effectivement ce film qui a été à faire en lien avec la situation sanitaire et pas planifié longtemps à l'avance. Donc c'est vrai que c'était un tour de force. Pour compléter ce que vous dites, Laurence, c'est un film qu'on a tourné en 3 jours. On a tourné en 3 journées. Il en aurait fallu le double, le triple. Et rien que ça, déjà, c'était une performance. Alors, l'équipe composée uniquement de comédiens, techniciens professionnels, a été franchement mise à l'épreuve sur ces 3 journées-là. Donc, c'était réellement une performance pour le coup. Alors, une autre question qui a été posée, c'est est-ce que finalement, se mettre dans le rôle pour un comédien d'une personne atteinte peut parfois s'apparenter à de la moquerie? Alors, j'aurai une réponse, mais que vous pourrez compléter, qui est après pas du tout, dans la mesure où le but est vraiment le but de tout ça et d'ailleurs, on n'a jamais, à aucun moment dans le film, envie de se moquer de ces personnes dont on voit qu'ils mènent une vraie vie, se posent des vraies questions, je dirais comme tout le monde, mais avec leurs difficultés autour d'eux. C'est vrai qu'il y a une grande souffrance chez les personnes atteintes de maladies rares, enfin des personnes atteintes de différences, et d'ailleurs des personnes qui ont des différences et qui ne sont pas des maladies rares, sur le regard de l'autre. Et c'est pour ça qu'on est avec vous, les lycéens, aujourd'hui, et qu'on a pu aussi parler de ces sujets avec des collégiens, avec des primaires aussi, parce qu'on est persuadé que en passant par vous et en montrant en fait que ce que vivent ces personnes-là, c'est vraiment des situations qui n'ont pas été choisies par les familles, pas choisies par les personnes. La plupart de ces pathologies, on ne les anticipe pas, elles tombent comme ça, par hasard, par accident, au niveau d'une famille. Et si on peut faire quelque chose de positif pour eux, c'est justement d'avoir un regard, de les intégrer le plus possible à nos côtés, et effectivement de ne pas du tout arriver dans la moquerie. Mais vous allez peut-être compléter. Pour compléter, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est essentiel de les faire exister et de les représenter. Ce serait terrible de s'interdire de jouer un personnage en situation de handicap en disant « j'ai peur de me moquer ». Alors effectivement, nous, on avait ça en tête pendant tout au long du projet. On s'est dit « attention, la frontière, elle est ténue. Faut que ce soit juste. Il ne faut pas tomber dans la caricature. Il ne faut pas trop pousser les traits. » Et il y avait énormément de bienveillance et de vigilance là-dessus. Mais voilà, moi, c'est très important de se poser la question. C'est essentiel même pour ne pas tomber dans la caricature. Mais c'est tout aussi essentiel de les représenter et de faire ce travail-là. Alors, je ne sais pas si Michel, tu voulais aussi... oui, moi je dirais simplement un mot pour juste... Moi je militerai, puis j'invite évidemment le plus grand nombre à militer pour une vraie révolution inclusive. Ça c'est clair. Voilà. Juste. Il nous reste 5 minutes dans le débat, donc on vous incite maintenant à poser vos dernières questions parce que il nous reste 5 minutes pour y répondre.
On a pas mal de commentaires très positifs au niveau des profs et de l'intérêt que peuvent avoir les élèves. Donc, merci à tous si jamais ça vous plaît, c'est super. Une autre question un petit peu en lien avec celle pour laquelle on a déjà échangé, qui est qu'est-ce qui peut faire que des parents soient inquiets par rapport au fait que leurs enfants atteints de handicap aient des relations amoureuses, voire des enfants. Je ne sais pas si Michel, tu veux répondre à la question? Oui, c'est vrai qu'on l'a déjà évoqué un petit peu précédemment, effectivement, très très compliqué pour les parents de se projeter une nouvelle fois quand il y a de la déficience intellectuelle. Dans ce cas de figure, c'est beaucoup plus problématique. Je l'ai dit tout à l'heure, je me permets de le redire parce que je crois que cette phrase résume un petit peu tout. C'est comment concilier son devoir de parent de protéger son enfant qui est handicapé, qui est vulnérable, et puis en même temps lui laisser de l'autonomie. Et puis voilà, où est la frontière là? Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est encore un sujet qui n'est pas vraiment abordé partout. Il faut quand même dire qu'il peut y avoir aussi des établissements qui sont un peu réticents, qui mettent pas en place encore des séances d'information pour les personnes en situation de handicap, par exemple, ça peut arriver. On peut comprendre aussi que ça l'inquiète. Moi, je sais qu'il y a des parents qui m'ont dit, moi, je ne souhaite pas parler de vie intime à mon enfant, etc., parce que j'ai peur que ça lui donne de mauvaises idées. Voilà. Donc, j'ai peur effectivement qu'il ait des pulsions sexuelles comme ça et que ça lui éveille de mauvaises pulsions. Voilà. Donc, vous voyez comme c'est compliqué. Pourquoi pas il faut de toute façon tout à fait respecter évidemment tous les questionnements des parents. Mais une nouvelle fois, quand vous avez face à vous une personne, comme je l'ai dit, qui n'a pas tous les codes de compréhension, c'est très très compliqué. On a peur d'être à côté, on a peur de faire mal, on a peur que la personne ne comprenne pas le message qu'on veut lui faire passer. Donc effectivement, souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est le silence. Mais le silence, on n'a jamais fait avancer qui que ce soit, ça c'est vrai. Vous êtes pas mal interrogé du coup sur le contour de ces maladies, donc je vais quand même repréciser une petite chose qui est par rapport à ces fameuses maladies rares, parce que on l'a peut-être pas assez dit. Donc dans les maladies rares, on peut avoir des maladies rares qui vont débuter pendant la grossesse de la maman, avec déjà des signes pendant la grossesse. D'autres qu'on va dépister chez des enfants qui vont être vraiment des nouveau-nés, d'autres où on va commencer à se poser des questions au cours de la petite enfance, plus tard au cours de l'enfance. Et on a aussi des maladies rares qui vont ne donner rien du tout pendant l'enfance et apparaître à l'âge adulte. Par exemple, des maladies du cœur, des maladies qu'on appelle neurodégénératives, où on perd certaines capacités de notre corps, qui peuvent être génétiquement déterminés et qui peuvent apparaître que plus tard au cours de la vie. Vous demandiez aussi quelles étaient la proportion des... Est-ce que toutes les maladies rares étaient d'origine génétique? Alors non, c'est à peu près 80% des maladies rares qui sont d'origine génétique. D'autres peuvent être, par exemple, d'origine auto-immune. Et vous demandiez aussi pour la déficience intellectuelle, est-ce que c'était toujours d'origine génétique? Non, ça ne l'est pas forcément. Parce qu'on peut avoir, par exemple, des causes d'accidents de naissance ou d'accidents de la vie qui peut faire qu'on aura de façon acquise et pas génétique une déficience intellectuelle. Donc effectivement, ce qu'on a représenté dans le film est quand même une partie importante, mais pas du tout exhaustive des maladies rares. Il est impossible, compte tenu de cette diversité des maladies rares, de parler des maladies rares de façon générale. Donc on en finit là pour le débat. Il y avait quand même néanmoins la question de savoir s'il y avait une suite prévue. Donc Séverine et Sébastien, qu'en est-il ? Avec grand plaisir, on serait ravis de donner une suite à ce film. On s'est permis en tant qu'auteur de mettre une petite phrase à la fin en se disant on laisse nos personnages comme ça, on a envie de les accompagner et nous on a eu envie, vu que nous on fait ce qu'on veut dans nos films, donc on s'est dit tout va bien se passer ensuite, et ils vont réussir à acquérir un peu d'autonomie et à vivre ensemble. Et ce serait un grand bonheur de donner une suite et puis de faire d'autres films sur cette thématique-là, oui, avec grand plaisir. Et donc on a eu effectivement pas mal de messages des
des profs qui nous disaient que le format était sympa pour échanger et que ça serait bien de le faire sur d'autres pathologies. Donc voilà, c'est noté. On y réfléchira, en tout cas pour celles qui sont dans le spectre des maladies rares, qui sont ce qui nous anime. Donc, nous avons maintenant la charge de clore ce moment, donc, qui a été vraiment un moment sympathique. Merci à tous les profs qui ont rendu possible la possibilité de pouvoir échanger ce moment. Plusieurs ont dit que maintenant vous alliez pouvoir continuer un débat entre vous. Donc c'est effectivement le but, que vous puissiez au maximum vous approprier cette thématique pour parler de tout ça avec vos jeunes. Donc, pour remercier tout le monde à la fin, nous avons du coup pu faire ce film donc, grâce à Alain Young qui a écrit cette pièce, la compagnie Victor et Lola qui a donc fait ce film. Nous avons pu, toute cette démarche a pu être soutenue par le laboratoire Sanofi Genzyme qui nous accompagne sur un côté pour effectivement partager les différences autour des maladies rares depuis plusieurs années et on les remercie. Et puis, merci du coup à l'Alliance de participer à ce débat avec nous. Et donc, on espère vous retrouver pour d'autres aventures à l'avenir. Et n'hésitez pas à nous faire des petits mails si vous avez apprécié. Si vous voulez le regarder en famille, vous savez que le replay sera disponible. Les liens vont être disponibles facilement sur Futura. Merci à Futura aussi pour toutes les réalisations techniques. Au revoir à tous. Au revoir, merci beaucoup à tous. Merci.